Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Robin et on se retrouve aujourd'hui pour revenir plus en profondeur sur le premier match de l'année 2025. C'était avant-hier contre Monaco, ça ne vous a pas échappé bien sûr. On va revenir sur les prestations individuelles, parler au cas par cas des joueurs en essayant de se projeter sur leur rôle futur dans l'équipe et pour certains parler de mercato. En gros, voilà, on va revenir sur les prestations en agrémentant un petit peu avec de l'actualité. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale au flocage qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, revenons sur ce premier trophée de la saison remporté dimanche à Doha après 72 heures de préparation sur place, de mise au vert aussi pour le groupe, loin de Paris. Ils se sont retrouvés tous ensemble à l'hôtel, sur le terrain, avec même les indésirables convoqués et visiblement ça a payé déjà parce qu'on a gagné. Et ensuite, les échos dans les médias sont plutôt positifs. C'est un événement qui a soudé le groupe. Alors c'est facile, hein, tout est positif quand tu viens de gagner. Si on avait perdu, ça aurait été différent. Mais je crois quand même en la vertu des mises au vert déjà, et des espèces de tournées comme ça, même si pour les organismes, le calendrier est un peu dingue. Je pense que ce sont des moments qui font du bien pour le groupe. Monaco aussi, l'adversaire intéressant de s'arrêter sur eux, puisqu'on va les retrouver dans un mois tout pile, quasiment, le 9 février au Parc des Princes en Ligue 1. Et il y a un monde où on les réaffronte 3 jours après ce 9 février en barrage de Ligue des Champions. Alors nous, on est virtuellement éliminés actuellement. Eux, ils sont 16e. Ils ont à affronter Aston Villa et l'Inter Milan pour les 2 dernières journées, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque eux, ils sont respectivement 5e et 6e, je crois, au classement. Donc c'est vrai que pour Monaco, c'est pas gagné, mais disons que s'ils gagnent contre Aston Villa et que contre l'Inter, même s'ils perdent avec 13 points, peut-être qu'ils seraient assez haut dans le classement pour que nous, déjà si on est 23, 24e, c'est bien. Peut-être qu'on pourrait se retrouver contre eux, puisqu'on rappelle que le 24e n'affronte pas le 9e, mais en fait le 23 et 24e sont tirés au sort entre le 9e et le 10e. Voilà. Donc il y a une chance sur 2 de tomber. Je pense que voilà, il y aura sur les 2 équipes potentiellement affrontables, une plus abordable que l'autre. Encore faut-il être qualifié de notre côté, bien sûr. Mais typiquement, Monaco, c'est une équipe que j'aimerais affronter en barrage de Ligue des Champions. Parce que voilà, les 2 matchs qu'on a joués contre eux sur le mois qui vient de s'écouler nous ont montré quand même leur incapacité à se montrer vraiment offensif contre nous, notamment sur les finales. La statistique de toutes leurs finales perdues et encore plus contre nous, surtout sans marquer de but, c'est assez fou. Pour revenir aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur le trophée des champions, parce que c'est visiblement la dernière fois qu'on l'a joué dans ce format-là. La Ligue, ça fait longtemps qu'ils veulent faire une espèce de Final Four avec des demi-finales et une finale, en gros, qui inclurait le vainqueur de la Coupe de France, le premier de la Ligue 1, le second et le troisième. Donc voilà, alors, c'est vrai qu'en France, sur les dernières années, on a perdu environ 8 matchs. 4 en Ligue 1, et la Coupe de la Ligue, quand elle est au bout, c'était 4 matchs. Après, de l'autre côté, rajouter des matchs de trophée des champions, sachant que là, la finale en elle-même n'a pas vraiment intéressé. Alors, on est dans un contexte particulier parce que t'as DAZN qui s'est grillé dès le début et qui, malgré toutes les promos qu'ils sont en train de faire, il y en avait encore une ce week-end, visiblement, ça marche pas beaucoup. Donc, les audiences seront forcément négatives parce qu'on est dans ce contexte de DAZN qui ne marche pas et qui devrait dégager dans 1 ou 2 ans. Mais
Dans tous les cas, c'est vrai que le Trophée des Champions n'a jamais attiré les foules, n'a jamais été une vraie publicité pour la Ligue 1. Donc rajouter un match là-dessus, je sais pas trop si c'est vraiment judicieux. Et du coup, ces dernières années, ils ont supprimé des matchs. On est donc content pour les calendriers, les organismes des joueurs, machin. Mais si c'est pour en rajouter et en plus des plus difficiles, bon, on peut se questionner sur cette intention qui prévalait il y a quelque temps. Après, le fait de rajouter des matchs entre des gros, le premier, second et troisième, c'est pas le PSG contre le 20e et le 19e qui ont été du coup supprimés ces dernières saisons. Donc forcément, c'est des matchs qui rapportent plus d'argent, plus d'audience, plus d'intérêt, même si je peine quand même à y croire. Hein. Surtout quand on voit en fait les matchs que font les gros de Ligue 1 contre nous. Alors, bien sûr, Marseille, c'est l'exemple parfait, mais Monaco, voilà, on gagne que 1-0, mais on domine moins que le match à Louis II, qui avait été meilleur, je pense, mais après, c'était un contexte différent. Dans une série de matchs où on était en train de reprendre confiance, Salzbourg, Lyon, et puis surtout physiquement, voilà, on était sur la fin de première partie de saison. Par exemple, un Désiré Doué qui commençait à rentrer dans le 11, qui apportait de la fraîcheur parce qu'il a assez peu joué sur la première partie de saison. Ramos aussi avec son retour de blessure. Donc voilà, là, bon, on avait des joueurs quand même qui rentraient de plus d'une semaine de vacances, le voyage à Doha et tout ça, donc en matière d'intensité et physiquement, on pouvait être indulgent. Et d'ailleurs, le PSG a mieux fini le match que Monaco dans cette dimension-là. Donc c'est déjà à souligner parce que Monaco aussi de leur côté avait eu une première partie de saison assez haletante, hein, avec un vrai rythme Ligue des Champions tout simplement. Ils ont 10 points, je crois, en Europe. Donc voilà. Voilà pour le trophée des champions et ce nouveau format qui me laisse un peu perplexe. Passons donc à nos joueurs, bien sûr. Donnarumma, pas grand-chose à en dire. Un vrai bon match pour un retour qui a été très rapide. Hein. C'est vrai que Safonov, il finit bien son année à Lens. Voilà, Luis Enrique aurait pu être tenté de l'aligner une seconde fois et prendre son temps avec Donnarumma. Il préfère précipiter, enfin pas précipiter, parce que Donnarumma, on avait globalement l'aval, ça faisait des semaines, hein, on savait dès le début que ça allait pas être une absence très très longue pour lui, mais voilà, ça témoigne d'une certaine forme de confiance de Luis Enrique envers Gigio. Tenas, qui est toujours pas dans les plans d'ailleurs, hein, il était en tribune. On va voir le week-end, dans 15 jours, quand on va affronter Lens, c'est le 17 ou le 18, je crois, voire même le 19, si je dis, je sais plus. C'est le samedi, et après, contre Manchester, je sais plus. Mais voilà, le week-end, pas ce week-end-là, mais le week-end d'après, parce que rappelez-vous, Lens, c'était le premier match où Safonov est titulaire pour des raisons tactiques. Parce qu'en début de saison, contre Reims et tout ça, et aussi Gérone en Ligue des Champions, c'était parce que Donnarumma était blessé. Lens, début novembre, c'était raison tactique. Donc on va les réaffronter dans une semaine. Ce sera intéressant de voir si Safonov est là préféré à Donnarumma à ce poste. Voilà. En défense, je pense que le match sur lequel on peut le plus revenir, c'est Nuno Mendes, même si c'est pas forcément celui pour qui on a le plus de positif. Plutôt en fait un match difficile à analyser parce que il a eu un certain apport. Donc offensivement, il est en jambes, même si il est pas bridé, mais pas dans un rôle aussi offensif que sur la fin d'année 2024. Mais globalement, il monte, il fait des courses, il est en jambes en première mi-temps. En seconde, il est plutôt bon. Donc ça, c'est à signaler parce que d'habitude, il flanche un peu après la demi-heure, voire après la mi-temps. Il perd pas sa lucidité, notamment en seconde, c'est défensivement qui s'illustre avec des belles interventions dans la surface. Le problème, c'est qu'il fait des belles interventions, mais de l'autre côté, il donne 2 ballons qui se transforment en occasion pour Monaco sur des relances qui sont mal négociées. Alors que quand il arrive, voilà, c'est vraiment un joueur dont on appréciait la qualité des passes appuyées, notamment vers l'axe.
Donc là, c'est vrai que c'est demi-teinte en fait. Il y a du très bon, il y a du moins bon, et au final, t'es un peu mitigé sur le match de Nuno. Je pense que contre Saint-Etienne, on le verra, et puis il sera très très offensif. Donc on va voir dans ce dossier assez compliqué de la prolongation. Bon, compliqué oui et non, parce que bon, c'est une histoire d'oseille, je pense. Surtout quand t'es le PSG, c'est quand même le cadet de tes problèmes, l'argent. Même si ces derniers temps, on fait les contrats qui sont bien aussi, indexés sur le nombre de matchs joués. Même si du côté des joueurs, bon, parfois c'est pas très bien accepté. Donc voilà, et puis surtout, là, le poste de latéral gauche va être à scruter de manière plus large, bien sûr, avec le Real, s'il recrute Alphonso Davies, en fait, au Bayern, il faudra chercher un remplaçant. Bon, Manchester United, ils sont là pour des histoires d'agents. Mais bon, l'agent, est-ce que c'est vraiment un bon agent quand il a conseillé à Amorim d'aller à Manchester United, à Bruno Fernandes et tout ça. Bref, Hakimi, bien en jambes bien sûr, 2025 commence bien, notamment au niveau des courses. Son match est bon aussi à la relance, Tu sens qu'il est en confiance parce que quand on construit, techniquement il est plutôt juste, il fait pas d'erreur. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était une des cibles avec Ugarte pour nous annihiler le plus haut possible sur le terrain, le plus bas pour nous. Et aussi les déplacements qui sont bons, il est assez disponible. Donc ça, c'est plutôt bon pour Achraf. Marquinhos fait plutôt un bon match. Même si en deuxième mi-temps, quand il y a les vagues de Monaco, parfois il peine un petit peu. Avec ballon face au pressing, il est plutôt bon, il est plutôt juste. Offensivement, faut qu'il finisse par marquer à un moment donné. Il a encore une tête, alors elle est un peu moins évidente que certaines cette saison dimanche. Mais voilà, c'est vrai que sur les corners, il profite de nos super combinaisons. Autant, on a souvent joué les corners à deux pour ensuite prendre une frappe de loin. Donc, Vitinha, le match retour contre le Barça, le but d'Hakimi contre le PSV, le but de Nuno contre Nice, par exemple. Donc autant là-dessus, bon, voilà, c'est vrai que ça efface nos défenseurs. Mais là, on travaille nos coups de pied arrêtés très clairement. C'est travaillé, il y a des combinaisons. D'ailleurs, on change de tireur avec Nuno Mendes en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que t'envoies un peu plus dans la boîte. Il faut trouver Marquinhos. J'inclus aussi Pacho, parce que Pacho, quand tu lui demandes en interview quel est son axe de progression, il te dit pas la relance. Il te dit offensivement, en fait, marquer des buts. Il te dit pas à la relance, je suis trop scolaire, je dois faire plus de passes qu'Ikasséine. Non, pour moi, c'est ça son réel axe de progression. Il te dit non, c'est offensivement. Je dois être présent sur corner, machin. Donc, bon, pareil pour Pacho, il fait plutôt un bon match dans son duel avec l'attaquant. C'est Nigérian, mais je crois qu'il a la double nationalité avec la France. Je veux pas écorcher son nom, l'attaquant monégasque. Donc voilà, très bonne première mi-temps. C'est vrai qu'en deuxième, parfois il perd quelques duels, mais globalement c'est un bon match de Pacho. Juste pour revenir sur Marquinhos, avant le match en conférence de presse, il avait fait une déclaration un peu évasive sur son avenir. Alors c'est toujours quelqu'un qui va dire voilà, toute mon énergie est concentrée sur le PSG machin, mais avant de dire ça, voilà, il dit j'ai plus la déclaration en tête et en fait j'avais mis dans mes brouillons qu'il fallait que je la note et je l'ai pas fait. Donc voilà, je suis comme un con. Mais reprenez et je crois qu'il dit en substance on sait pas de quoi l'avenir est fait quoi. C'est vrai que ça fait plusieurs mercatos que l'Arabie Saoudite lui fait des offres et que de notre côté on commence à chercher un central droit de manière très sérieuse pour former une charnière avec Pacho à l'avenir. Et voilà, c'est vrai que ça va être un dossier à suivre. En plus pour le mercato d'été, pas cet hiver. Vitinha, j'aimerais m'arrêter sur le match de Vitinha. J'aimerais m'arrêter parce qu'en fait, quand j'ai revu le match, je me suis dit, Romain, il faut que tu fasses un focus sur le petit Portugais parce que c'est le genre de joueur qui est difficile à analyser, tu vois. Parce qu'il fait pas d'erreurs flagrantes. Il n'est pas sur la photo de famille de but ou d'action un peu gaguesque. Non, c'est vrai. Mais il n'est pas non plus, le leader, en fait, qu'il devrait être. Surtout au vu du poste qu'il occupe. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie capacité à se montrer en fin de match.
Surtout quand il faut absolument jouer de manière offensive. Alors peut-être que tout ça est motivé parce que tout le monde se projette, ça fait plus de solutions de passe pour lui, l'adversaire est plus fatigué, plus désorganisé, il y a peut-être plus d'angles de passe qui se créent aussi, des nouveaux joueurs, hein, Fabian Ruiz et Mayoulou, on sait que ce sont deux joueurs qui se déplacent très bien, mieux que Zaïre Emery et João Neves offensivement bien sûr, donc tout ça fait que du coup ces fins de match sont un peu meilleures, parce que sur le reste, je trouve quand même que c'est assez compliqué. Déjà défensivement, on ne le voit pas. Autant João Neves, voilà, il est apprécié parce que il va aller jusqu'au bout de ses actions. C'est un peu le petit roquet qui va harceler le joueur et tout ça. Autant lui, Vitinha, tu le vois pas, quoi. Et la saison dernière, pourtant, il avait un certain rôle dans ce registre. Là, il ne l'a pas, tu vois. Là, ces derniers temps, bon, c'est vrai qu'il enchaîne les titularisations. Ça, fin 2024, dans plusieurs avant-matchs, je disais... Ce sera Vitinha qui sera pas titulaire, qui sera sur le banc pour souffler, pas pour mettre en cause son statut en fait. Et au final, il était titulaire. C'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné cette saison, il joue beaucoup. Parce que l'année dernière, il allait facilement sur le banc. Hein. Première partie de saison, c'est un peu le fusible. Alors, surtout sur la période où Ugarte marche sur l'eau, par exemple à Newcastle, il est mis sur le banc. Mais il y a d'autres matchs qu'il loupe. Et là, cette saison, un peu moins. Là, sur les prochaines semaines, si j'avais à me projeter, c'est vrai que je trouverais pas ça délirant de le sortir en fait du 11 pour mettre João Neves dans cette zone-là, parce que globalement les deux semblent un peu se marcher dessus. Je suis pas convaincu en fait. Je suis pas très convaincu. Et pour mettre Fabian Ruiz titulaire, ou alors pour faire plaisir, Mayoulou plutôt que Fabian Ruiz, parce que les deux ont vraiment cette capacité à se déplacer entre les lignes et surtout attaquer la profondeur, attaquer le demi-espace en fait. Parce que João Neves et Warren font très peu. Alors, est-ce que ce sont des consignes? Parce que eux, ce sont des titulaires. Et peut-être qu'au début des matchs, Luis Enrique dit à ses milieux, ne vous livrez pas trop. Or, Ruiz et Mayoulou, qui sont plus des entrants, donc, des moments de match où c'est plus ouvert, où il y a plus d'espace qui s'ouvre de manière évidente, et puis surtout un impératif d'aller chercher un but. Et peut-être Luis Enrique qui leur dit, voilà, faites le plus d'appels possible. Mais dans tous les cas, c'est vrai que si Vitinha sort du 11, je serais pas surpris, parce que c'est difficile de voir en lui le leader qu'il doit être. C'est un joueur qui est plus en réaction qu'en action en fait. Hein. C'est pas vraiment un chef d'orchestre hein, quoi. Hein. C'est pas un maestro. Hein. Autant c'est vrai quand ça va pas très bien. Et encore, je trouve que le mot n'est même pas juste. Quand il faut aller chercher un but, parce que là, voilà, on courait pas après à score. On courait après l'ouverture du score, tu vois. On n'était pas mené, on se prenait pas des grosses vagues. Il fallait juste marquer, ouvrir le score, concrétiser. Là, voilà, quand le temps passe, machin, il est présent. Mais c'est vrai que quand ça va bien, c'est pas quelqu'un qui va vraiment prendre le lead de cette équipe. Warren, moi, ce que je trouve regrettable, c'est que il va fêter ses 19 ans et on est encore sur ce joueur qui est en compensation des autres, quoi. Alors qu'il a des capacités intrinsèques, en fait. Hein. Là, donc, il joue pour compenser Lee et Hakimi. Avec ballon, il a une capacité à perforer que je pense Kangin n'a pas, tu vois. Donc, fais-le. À quel point ce sont des consignes de Luis Enrique ou lui qui se bride ou qui interprète de manière abusive les consignes défensives de Luis Enrique, je sais pas trop. Mais c'est vrai que Warren, si tu veux passer un cap, il faut absolument arrêter d'être ce soldat, ce joueur de compensation, et à aller plus haut, parce que on l'a vu, il est capable offensivement d'apporter des courses. Il a une bonne frappe de balle, capacité à marquer en plus dans des gros matchs, à Dortmund par exemple la saison passée. Donc c'est vrai que les initiatives balle au pied, on en voit de moins en moins. Très peu d'appels, ne serait-ce qu'à vide. Je dis pas de faire un appel ultra tranchant, mais juste voilà un truc qui va créer de l'incertitude chez l'adversaire, emmener, fixer un défenseur et du coup créer un intervalle pour un relais, pour un jeu en triangle. Et tu le fais pas. Donc ça, c'est assez problématique. Bon, João Neves, du coup, sur les trois, ça a assez clairement été le meilleur.
même si pas forcément un match extraordinaire de sa part, hein, mais au début, par exemple, il est pas très à l'aise, il est repositionné assez rapidement, et ensuite, il joue de manière plus axiale. Offensivement, il a plus d'influence, il envoie des transversales, il est plutôt bon, et puis défensivement, tu le vois, contrairement enfin, Warren, il a du coffre, donc c'est vrai que là-dessus, tu peux le voir. Mais contrairement à Vitinha, tu vois, enfin Vitinha, ça dénote complètement. Neves, il y a les actions où il va se battre. Vitinha, il n'y a rien. Alors Ruiz, qui remplace Joao Neves, démarre mal son entrée, avec cette frappe toute molle, très mauvaise. Mais au final, au-delà de sa passe D sur le but de Dembélé, il peut en avoir une première juste avant pour Gonzalo Ramos, sur 2 actions similaires. C'est pas un hasard. C'est vraiment un joueur capable de se déplacer, de se projeter. Et c'est typiquement cette qualité qui manque quand Joao Neves, Warren et Vitinha sont tous les 3 sur le terrain. Cette capacité sans ballon à se déplacer entre les lignes, à attaquer les espaces. Le drame, c'est que dans l'effectif, cette qualité appartient à Fabien Ruiz. Et que du coup, il fait l'appel, mais quand il reçoit le ballon, il est mou, il n'est pas dans le tempo, il fait des gestes incompréhensibles, il va pas marquer parce que ses frappes sont toutes molles. Mais c'est vrai que si on avait à recruter au milieu, ça se tape. Ça se tape entre le milieu donc créatif dans les déplacements auxquels je faisais référence et le fameux numéro 6 pour repositionner Vitinha un cran plus haut. Et enfin avoir ce 6 organisateur, enfin ce Rodri, même si c'est quasiment introuvable bien sûr aujourd'hui. Donc voilà pour le milieu de terrain. Lee Kangin, j'ai trouvé son match en tant qu'ailier droit mieux que les autres sur cette année, notamment sa fin de première mi-temps où il prend les frappes, où il met sur orbite ses partenaires. Par contre, quand il revient des vestiaires, il disparaît totalement. Et ça, c'est assez peu compréhensible. C'est dommage, regrettable, mais plutôt... Enfin, je préfère retenir sa première mi-temps qui a été plus... Alors par contre, il y a une info. Voilà, c'est le sujet évoqué dans le titre de cette vidéo. On a eu un papier de The Athletic. Alors, en Angleterre, il y a plein de médias qui sont pas fiables. Mais s'il y en a bien un qui l'est, ce sont eux. The Athletic. Et donc, ils ont parlé dans un paragraphe de Lee Kangin, en disant que Arsenal est potentiellement intéressé dans le cadre d'un prêt. Je vois pas quel intérêt on a à le prêter, parce que c'est un joueur, déjà qu'on a recruté pas cher, 22 millions, et que du coup, on peut aisément revendre plus que ce qu'on a acheté. Rappelons-nous la rumeur de l'offre de 70 millions d'un club de première ligue l'été dernier. Bon, visiblement, c'était pas Arsenal. Mais voilà, Lee Kangin, c'est 40 millions minimum, tu vois. Donc tu fais x2. Donc déjà, pour un prêt, c'est absolument niette. Mais en retour, dans l'article, il est dit que Lee Kangin est ouvert à, pas Arsenal en particulier, mais à de nouvelles perspectives, en fait. À partir du PSG, tout simplement, il serait ouvert, il ne se fermerait pas les portes. C'est assez spécial parce qu'il est dans le top 10 des plus gros temps de jeu cette saison. Certes, il est un peu baladé entre ailier droit et faux numéro 9, mais quand il est pas titulaire, il rentre tout le temps. Je trouve que Luis Enrique lui fait quand même bien confiance. Encore titulaire pour le trophée des champions dimanche, c'était quand même la surprise du 11. Et objectivement, on comprend. On valide pas le choix, mais on comprend que Luis Enrique aime avoir ce genre d'ailier de contrôle, un peu comme Bernardo Silva à Manchester City, qui va avoir des bonnes premières touches, qui va être très propre avec ballon, qui tire aussi les coups de pied arrêtés, qui a une bonne frappe, une capacité de centre aussi. Bon, je comprends pas trop cette information. Alors après, est-ce que le PSG va accepter de discuter? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'il a pour lui le côté marketing. Dans le cadre d'un transfert, enfin si on le fait partir, on aurait plus grand monde de bankable quoi pour vendre les maillots. Ce serait quand même assez compliqué quoi. Donc c'est un fait, tu vois. Il faut le dire. Mais sur le terrain, bon, moi personnellement, c'est vraiment pas un joueur que je regretterais si on avait à le faire partir. Enfin, typiquement, il y a une offre de 50 millions minimum, ouais, ça part, tu vois. Et t'essayes de les réinvestir sur un autre profil que lui, qui a des qualités pour jouer partout, mais qui n'excelle nulle part. Et
et qui, je pense, de toute façon, dès le début, hein, j'ai jamais fait partie de l'espèce de hype qui s'était créée à son arrivée. Enfin, tu vas le chercher à Majorque, il n'y a aucun autre grand club qui est sur lui. Voilà. Valence avait accepté de s'en séparer, je crois, librement. Bon, même s'il y avait Jorge Mendes là-dedans. Bon, dès le début, tu savais que c'est un joueur qui n'aspirera pas au top niveau européen, tu vois. Mais bon, en tous les cas, après, on s'en fout. Mais c'est vrai que cette information est passée un peu inaperçue. Or, elle est assez surprenante. Voir Lee Kang-in qui s'ouvre les portes, bon, c'est bizarre. Passons à Dembélé, avec son rôle axial de faux numéro 9. Alors, c'est vrai que par rapport aux autres dans ce poste-là, donc Asensio, Lee Kang-in, Kolo Muani, Gonzalo Ramos et donc Désiré Doué sur la fin d'année 2024, Dembélé a une qualité qu'ils n'ont pas. C'est sa capacité à se créer des occasions tout seul depuis l'axe. Les slaloms sur 30 mètres qui débouchent sur une frappe. Le drame, c'est que la frappe, elle est moisie, mais il y a le slalom avant. Et ça, les autres, ils se créent pas d'occasion tout seuls, tu vois. Ils apportent pas ce danger axial. Au PSG, on a une vraie difficulté à créer du danger depuis l'axe. Bah lui, tout seul, le fait en fait. Alors c'est vrai que quand il est faux neuf, il participe beaucoup moins à la construction. Il décroche pas beaucoup. Quand on relance, c'est vrai qu'il est pas trop là. Beaucoup moins que lorsqu'il est ailier droit. Et peut-être qu'en seconde mi-temps, quand il le remet du coup à son poste de prédilection, c'est pour l'avoir un peu plus sur les phases de construction. Et pour revenir sur les phases de relance, par exemple pour le poste de faux neuf, je préfère Désiré Doué à Dembélé dans ce registre. Tu vois. Pour le jeu associatif, gérer les pressings adverses, décrocher, je trouve Désiré Doué meilleur que Dembélé. Enfin, ou du moins le match de Désiré Doué à Louis II meilleur que le trophée des champions de Dembélé. Mais voilà, il faut aussi ne pas lui enlever ce but quand même qui est très important. Et c'est pas le premier à l'échelle nationale. Lens, début novembre, on gagne 1-0 sur un but de Dembélé. Reims, il rentre, il égalise tout de suite, alors qu'on était mené 1-0 en septembre, rappelez-vous. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des buts importants. Il approche de la dizaine, je crois. Le drame, c'est qu'il est à 0 en Ligue des Champions. Donc voilà, avec les loupés qu'on connaît, contre Gérone, contre le PSV. Voilà, c'est Dembélé, c'est Dembouz. Mais voilà, son trophée des champions, je l'ai trouvé, je retiens quelque chose de positif de son match, vraiment. Bon, Désiré Doué, alors Désiré Doué, c'est vrai qu'en tant qu'ailier, il prend plus la solution individuelle que collective, surtout que à gauche, on est dans un contexte assez défavorable pour le jeu associatif. C'est vrai qu'ils peinent tous à s'entendre là-bas, Joao Neves, Nuno Mendes, Barcola, Fabian Ruiz. C'est assez, c'est un peu, enfin c'est notre côté où il y a beaucoup moins d'entente. Et donc lui, ça l'invite à prendre les situations individuelles. Bon, sans... Enfin, moi, je le vois pas être cet ailier qui fait des différences, qui fait des dribbles, qui va incessamment chercher l'adversaire. Je sais pas, je trouve que il est moins léger qu'un Neymar, par exemple, pour ça. Pour comparer avec celui dont il se revendique esthétiquement, bien évidemment. Après, il fait un match consistant. Hein. Son trophée des champions est bon parce que déjà en deuxième mi-temps, il disparaît pas. Sur ses titularisations du mois de décembre, il disparaissait après la mi-temps parce que bah forcément c'est un jeune joueur qui a assez peu joué sur la première partie de saison, qui découvre aussi ce que c'est que d'être un titulaire régulier, parce que même à Rennes finalement il a jamais eu de vraies séquences où il est titulaire sur toute une saison. Donc ça c'est un premier bon point. Il commence à s'acclimater et à faire des matchs de plus en plus complets. Donc ça c'est plutôt pas mal, et une présence défensive. C'est vrai que défensivement, là, il a compris que dans l'esprit de Luis Enrique, c'est assez important, surtout quand tu es ailier. Donc tu le vois vraiment se replier et le faire plutôt bien. Alors c'est vrai que contre Lyon, il a failli concéder un penalty, mais là, au Trophée des Champions, il a été plutôt bon dans ce registre-là. Voilà pour Désiré Doué, c'est plutôt de bon augure, même si, comme je disais, je le préfère plutôt faux numéro 9 que ailier gauche, ou du moins à l'instant T. Voilà. J'ai vraiment hâte d'être au match contre City pour voir s'il sera titulaire en faux neuf, ou si Luis Enrique préférera Gonzalo Ramos.
comme ça avait été le cas contre Salzbourg, même si Salzbourg, Désiré Doué, c'est justement le moment, c'est son entrée qui fait que derrière il devient un peu plus titulaire et qu'il enchaîne. Et que l'année dernière on a démarré des matchs voilà avec une absence de neuf très claire hein, contre la Real Sociedad par exemple, le choix de mettre Dembélé numéro 10 et Kylian Mbappé aile gauche au retour. Voilà, tu prends le parti pris de jouer sans véritable neuf. Bah contre Dortmund à l'aller, bon, voilà, bon après Mbappé, je l'assimilais plus à un neuf qu'un faux neuf. Mais lui il se décalait beaucoup plus aussi sur le côté gauche. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc on se retrouve demain ou après-demain pour parler mercato. Voilà, on va revenir un peu sur les dernières rumeurs, il y en a eu un peu, donc voilà. Allez, prenez soin de vous d'ici là, ciao les amis.